Bonsoir à tous, merci d'être venus. Le sujet de cette conférence grand public, il est très différent du sujet de l'école, qui fait l'objet des études de ces 2 semaines, là, qui traitent de la ferroélectricité, de l'ordre ferroélectrique et magnétique dans les matériaux. Ici, on m'a demandé de faire une conférence grand public et je me suis dit que c'était une occasion de revisiter un peu mes travaux de thèse. En fait, c'est les travaux que j'ai fait pendant ma thèse en 2005. Donc, c'est des travaux qui ont été faits à l'École normale supérieure de Cachan. Donc, mon directeur de thèse, c'était Jean-François Roch. Vous m'entendez? C'est bon? Je ne peux pas le mettre dans mes cheveux. Non. Donc, avec Jean-François Roch comme directeur de thèse, et puis c'est un travail qui a été conduit en collaboration avec Philippe Grangier et Alain Aspect pendant les 3 années de ma thèse. Donc, en gros, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de faire un petit voyage dans les conceptions sur la nature de la lumière, et essayer de vous montrer comment ces questions sur la nature de la lumière, elles ont été au cœur en fait, du lancement de la physique quantique, qui a été, en tout cas, moi je considère comme le bouleversement majeur des idées en sciences au début du XXe siècle. Donc on parle souvent d'une première révolution quantique qui commence au début du XXe siècle, on va y revenir, qui est, je le redis, vraiment un bouleversement vraiment radical des idées, des concepts en physique. Et pendant 40 années environ, un nombre de chercheurs, pas si nombreux que ça en fait, hein, ici on voit une photo des pères fondateurs de la physique quantique au congrès Solvay en 1927. Donc cette assemblée de physiciens ici va essentiellement poser tous les concepts de la physique quantique que l'on connaît aujourd'hui, en tout cas toutes ces bases mathématiques. Donc on reconnaît quelques noms fameux ici, bon, tous sont fameux, mais j'en ai flashé quelques-uns, évidemment Albert Einstein, Niels Bohr, dont on va entendre parler, puis Heisenberg, Schrödinger, Planck, et il y a une femme parmi cette assemblée masculine ici, Marie Curie, qui participait à toutes ces réflexions sur les fondements de la physique quantique. Alors, c'est un bouleversement radical des concepts, et il y a quand même une conséquence majeure, c'est que de façon absolument non soupçonnée, ça conduit à une révolution technologique majeure, qui est en gros la découverte du laser, et également du transistor, qui est l'élément de base de tous nos ordinateurs. Et finalement, ces 2 composants-là, ils sont à la base de la société de la communication qu'on connaît aujourd'hui. Donc on est au début là, du XXe siècle, on dépose des concepts qui conduisent à 2 applications majeures environ 60 années plus tard, qui conduisent à la société de la communication dans laquelle on vit. Alors on parle maintenant aujourd'hui d'une 2e révolution quantique. Bon, on ne sait pas trop quand on va mettre le début, mais disons le début des années 80. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que dans nos laboratoires, on est maintenant capable de pouvoir isoler et manipuler des objets quantiques à l'échelle individuelle. Ça veut dire être capable d'isoler un seul atome, ou un seul ion, un seul électron, un seul photon, aussi une seule particule de la lumière. Alors pourquoi ça a été un basculement, ça? Essentiellement parce qu'on a pu faire des nouveaux tests des fondements de la physique quantique. Alors avant de rentrer dans ça, je vous montre quand même juste des images assez actuelles hein, de détection et de manipulation d'objets quantiques individuels. Donc ce que vous voyez là, par exemple, c'est un alignement ici d'ions piégés. Et ce que vous voyez, chaque point lumineux correspond à l'émission de lumière par un seul ion, piégé dans un piège de Paul. Donc ça, c'est à 1 dimension, mais on sait faire aussi à 2 dimensions et à 3 dimensions. C'est les travaux de l'équipe d'Antoine Brouès sur le plateau de Saclay, à Palaiseau. Et vous voyez, chaque point lumineux ici correspond à l'émission d'un atome, et on est maintenant capable de les positionner exactement où on veut, sous forme de réseau, et on peut même passer en 3 dimensions. Alors c'est le côté un peu chauvin ici pour faire une tour Eiffel. C'est assez vendeur. Toujours est-il qu'on arrive aujourd'hui à contrôler environ 1000 atomes, qu'on sait mettre exactement où on veut dans des réseaux, les faire interagir à la demande, etc. Alors ce genre d'expériences, elles permettent finalement d'aller réaliser des expériences qu'on appelle des expériences de pensée, qui avaient été proposées par les pères fondateurs de la mécanique quantique au début du XXe siècle, qui étaient des expériences dites de pensée parce c'était impossible de les réaliser dans un laboratoire. Donc c'était comme ça qu'a avancé la théorie aussi, en réfléchissant, en se posant la question, ok, si on pouvait isoler un atome, alors qu'est-ce que nous prédit la physique quantique? Et elle prédit un certain nombre de phénomènes extrêmement contre-intuitifs. J'en ai listé quelques-uns ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essentiellement, quelque chose dont peut-être vous avez entendu parler, c'est la superposition d'états, qui va nous dire qu'un objet quantique peut être dans 2 états différents de manière simultanée. D'accord? Dans 2 positions différentes de façon simultanée. Ça, c'est le principe de superposition d'états et qui culmine un peu avec l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, où le chat est mort et vivant à la fois. Il y a une autre propriété très importante en physique quantique, c'est l'intrication.
Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est l'intrication, mais c'est la possibilité d'un système quantique ou d'un système bipartite à deux particules de bénéficier de corrélations extrêmement fortes entre leurs propriétés, même quand ces deux objets sont placés à une distance infiniment grande. Bon, la décohérence, c'est l'étude de savoir jusqu'à quand ces propriétés quantiques se maintiennent. C'est-à-dire quand j'ai un atome, tout marche bien, puis quand j'en mets 2, 3, 4, 1000, est-ce que je préserve ces propriétés de superposition et d'intrication? Et puis il y a une quatrième propriété qui est, en tout cas pour moi, une des propriétés les plus fascinantes, c'est que les objets quantiques se comportent à la fois comme une onde, se propageant, et d'une particule, c'est-à-dire un objet indivisible, même si ces deux conceptions de la réalité semblent, ou sont en tout cas avec nos images classiques, complètement contradictoires. Alors ces questions-là, on peut se poser la question, est-ce que finalement ça a été uniquement des questions académiques, c'est-à-dire pouvoir aller sonder ou tester des expériences de pensée proposées par les pères fondateurs? Je pense qu'au début des années 80, c'était le cas, c'était une question académique, et puis surprise, depuis une vingtaine d'années, ah, c'est mon ordinateur, excusez-moi. Ce sera aussi dans la vidéo YouTube. Voilà. Depuis presque 30 ans maintenant, les chercheurs se sont rendus compte qu'on peut probablement mettre à profit ces propriétés intrinsèquement quantiques pour essayer de développer des nouvelles applications de rupture. Alors il ne s'agit pas de dire qu'on va faire l'équivalent d'un laser ou d'un transistor avec ces nouvelles techniques qui vont être les technologies de demain, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de recherches actuellement. Peut-être vous avez entendu parler du grand plan quantique qui a été lancé par l'État français. L'objectif, c'est d'utiliser ces propriétés contre-intuitives, disons, pour développer des capteurs à très haute sensibilité, mais également développer des protocoles de communication quantique, et puis le but ultime, développer ce fameux ordinateur ou des simulateurs quantiques. Donc ça, on pourra en parler si vous voulez après, mais dans cet exposé, je ne vais pas adresser ces problématiques-là. Je vais me concentrer sur une propriété de la physique quantique, qui est la dualité onde-particule. Alors pour ça, on va faire trois parties. Dans la première partie, je vais faire un bref rappel historique des évolutions des conceptions de la lumière à travers les âges. Ensuite, je vous expliquerai comment on réalise une source de lumière qui émet les photons un par un, une source de photons unique. Et enfin, j'essaierai de vous illustrer quelques expériences frappantes qui illustrent la dualité onde-particule pour la lumière. Donc on commence par la lumière à travers les âges. Donc, les premières traces qu'on a d'illustration d'une conception sur la nature de la lumière, elles nous proviennent comme souvent de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on représente la lumière comme des particules qui sont émises soit depuis l'objet vers l'œil, soit depuis l'œil vers l'objet. D'accord ? Et dans l'Antiquité, on établit déjà en fait des propriétés de la lumière, notamment la notion de rayon lumineux et les processus de réflexion par un miroir. Alors, il y a un exemple qui est fameux, mais on ne sait pas si ce n'est pas plutôt une légende. En tout cas, dit-on que Archimède avait développé des miroirs ardents là, pour mettre en péril la flotte romaine dans le port de Syracuse. Bon, je crois que les historiens des sciences doutent un peu de cette possibilité d'avoir pu faire des miroirs de cette nature dans l'Antiquité. Toujours est-il que la légende dit que Archimède a pu polir des miroirs ici pour concentrer les rayons du soleil sur les voiles des bateaux ennemis et donc les enflammer. Donc on est dans l'Antiquité, on a cette image d'une particule qui se propage depuis ou vers l'œil. Au Moyen-Âge, il y a, en tout cas de mon point de vue, il y a un savant qui a eu un rôle très important, c'est un savant arabe, Al-Hazen ici, qui va vraiment revisiter toutes les propriétés de réflexion de la lumière sur une surface, et essentiellement en adaptant un point de vue mécanique très analogue au rebond d'une balle sur le sol. C'est comme ça qu'il va commencer à poser les bases en fait, de ce qu'est la réflexion des rayons lumineux et la réfraction aux interfaces. En parallèle à ces réflexions sur la réflexion de la lumière, il va y avoir un très fort développement des techniques d'ingénierie optique. En gros, les artisans verriers vont commencer à polir des verres, soit de manière convexe, soit de manière concave, pour faire des lentilles qui permettent, dès le Moyen-Âge, de corriger la myopie, l'astigmatie, etc. Et puis quelques siècles plus tard, ces lentilles vont être assemblées et conduire aux premières lunettes astronomiques qui vont, par leur observation, notamment ici Galilée, conduire à une vraie révolution sur nos conceptions du monde. Donc ça illustre aussi bien, et ça c'est vrai je crois dans toute l'histoire des conceptions de la lumière, qu'il y a toujours eu en parallèle une réflexion sur les
sur les concepts, c'est-à-dire quelle est la nature intrinsèque de la lumière, mais également sur le développement des techniques. Donc, début Renaissance, on est sur ces développements techniques et on se base essentiellement sur la notion de rayon lumineux. On sait qu'il se propage de manière rectiligne dans la matière. Alors, il y a un premier tournant, en tout cas de mon point de vue, c'est une expérience faite par Grimaldi, donc, au XVIIe siècle. C'est une expérience dans laquelle un faisceau de lumière passe juste par un trou dans un volet, par exemple, et on regarde la lumière projetée sur un mur. Alors ça, ce n'est pas l'expérience de Grimaldi, mais c'est ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec une source de lumière dans une expérience de TP. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la projection de cette onde lumineuse, on va l'appeler onde, du coup, là, pardon, déjà, je vous donne... Elle ne fait pas juste un point lumineux au centre, il y a aussi des zones où il y a moins de lumière, puis il y a des ondulations comme ça de la figure dite de diffraction. C'est la découverte de la diffraction, et cette expérience ici, elle a un statut particulier parce qu'elle va vraiment ouvrir un débat sur la nature de la lumière. À partir de cette expérience, en gros, je dirais que les plus grands physiciens vont être impliqués dans les réflexions sur la nature de la lumière pendant les 3 ou 4 siècles qui viennent après, les 3 siècles qui viennent après. Et essentiellement, pour faire simple et court, il y a deux visions qui vont s'opposer, pendant un moment. C'est une vision dite corpusculaire, dont le fervent défenseur est Isaac Newton, pour laquelle, en fait, la lumière va être constituée de particules, et à chaque particule va être associée une couleur, la couleur dépendant de la masse de la particule. Donc, en gros, Newton va développer un modèle extrêmement complet pour expliquer des expériences qu'il réalise lui-même. Ce que vous voyez ici, là, c'est Newton représenté, qui fait des premières expériences de décomposition du spectre de la lumière par des prismes. Et cette théorie est extrêmement puissante ici pour expliquer cette décomposition de la lumière blanche. Par contre, il est obligé de la complexifier à outrance pour pouvoir expliquer les phénomènes de diffraction. Donc, à cette vision corpusculaire s'oppose une autre conception qui va être une conception ondulatoire, qui est portée par Christian Huygens au départ. Et là, l'idée est pas simple, mais pour s'en donner une image simple, on peut considérer ce qui se passe quand on jette un caillou dans l'eau. Il y a des vaguelettes qui se propagent. Et bien là, il va considérer que la lumière, c'est à peu près la même chose. Chaque point d'une source lumineuse se considère comme la vaguelette et va produire une onde qui se propage. Donc le débat commence entre Huygens et Newton, mais il faut bien dire que Newton, qui bénéficie d'un prestige immense du fait de la gravitation universelle, abuse probablement de son autorité pour imposer la théorie corpusculaire. Et finalement, pendant presque un siècle, il ne va rien se passer. C'est-à-dire qu'on va rester sur cette explication des phénomènes de l'optique grâce à une théorie corpusculaire, malgré le fait qu'elle peine à expliquer le phénomène de diffraction que je viens de mentionner juste avant. Et pour voir vraiment une avancée dans les concepts autour de la lumière, il faut attendre presque un siècle. Et la contribution de Thomas Young, qui, au-delà d'être un physicien, était aussi quelqu'un qui a participé de façon active à la traduction des hiéroglyphes, avec un grand affrontement avec notre Champollion national. Donc Thomas Young, lui, va faire une contribution notable, qui est cette expérience ici, dont on reparlera juste après, qui est l'expérience des fentes de Young. Donc il fait une expérience ici où il y a une source lumineuse qui est envoyée à travers 2 trous, et puis il met un écran ici pour regarder la lumière projetée sur l'écran. Et ce que vous voyez ici, c'est une alternance de bandes sombres et de bandes brillantes. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec les phénomènes d'interférence. C'est ce qu'on appelle une interférence. Et pour certaines zones sur l'écran, de la lumière plus de la lumière conduit à une absence de lumière. C'est un phénomène d'interférence. Et pour pouvoir l'expliquer, Thomas Young propose une description ondulatoire de la lumière. Et avec cette théorie ondulatoire, il explique que finalement, dans une zone sombre, les 2 ondes s'annulent. Elles sont en opposition de phase, et le résultat, c'est qu'on n'a pas de lumière détectée. Inversement, quand elles sont en phase, on a une bande brillante avec une détection de lumière. Donc ça, on est en 1802, et finalement, cette expérience est passée à la postérité depuis, mais pendant encore une bonne dizaine d'années, elle n'a aucun écho. Les tenants de Newton, qui est décédé là déjà depuis, mais en tout cas, l'école de Newton est encore extrêmement puissante et refuse d'accepter ces modèles ondulatoires de la lumière. Alors il faut encore attendre un peu, et je dirais que ce qui a été décisif, c'est la contribution d'Augustin Fresnel. Alors l'histoire est assez savoureuse. C'est l'Académie des sciences qui, en 1818, ouvre un concours
pour la rédaction d'un article qui explique la théorie de la diffraction. L'Académie des sciences lance ce concours et Augustin Fresnel présente son mémoire pour expliquer la diffraction à partir d'une théorie purement ondulatoire de la lumière. Pas de trace de corpuscule, juste une onde qui se propage un peu suivant les principes de Huygens, où chaque point de la source propage une onde, et puis après les ondes peuvent potentiellement interférer. Il explique notamment la diffraction comme cela. Et il y a un membre de l'Académie qui s'appelle Poisson, qui était aussi un éminent mathématicien, et fervent défenseur de la théorie newtonienne, qui note une prédiction curieuse dans la théorie de Fresnel. Cette prédiction, c'est que si on éclaire une bille, imaginez une bille complètement opaque, on éclaire cette bille et puis on regarde sur un écran plus loin la projection de l'ombre de la bille. Dans certaines conditions géométriques, la théorie de Fresnel prédit qu'au centre de l'ombre portée par la bille, il y a un point lumineux. Ce qui peut sembler effectivement assez curieux. Au centre de... Alors il y a un autre membre de la commission qui s'appelle Arago, qui lui dit on ne s'en tient pas juste à la curiosité de la prédiction théorique, on va faire l'expérience. Donc l'expérience est faite à l'Académie des sciences. C'est l'expérience qui est passée à la postérité sous le nom d'expérience du point de Poisson. Et effectivement, quand l'expérience est faite, on voit un point lumineux au centre de l'ombre projetée par la bille. Donc là, il y a un basculement. L'Académie des sciences prime l'article de Fresnel, et il y a un basculement sur la conception donc, de cet objet, de la lumière, comme une onde qui va, selon Fresnel, se propager, une onde donc, qui vibre de manière transverse par rapport à sa propagation, dont il va prédire à peu près toutes les propriétés sans en connaître la nature intrinsèque. Qu'est-ce que c'est qui vibre, en gros? Et pour savoir qu'est-ce que c'est qui vibre, il va falloir encore attendre notre grand physicien, Maxwell, qui lui s'attache à essayer de décrire un petit peu toutes les connaissances qu'on a à cette époque-là en magnétisme et en électrostatique, en électricité. Il va essayer de combiner tout ça à l'aide des équations qui portent son nom, qui peuvent prédire de manière très efficace la relation entre champ électrique et champ magnétique. Et il y a une conséquence surprenante dans les équations de Maxwell qu'il note tout de suite, c'est que la solution des équations de Maxwell est une onde électromagnétique qui se propage à une vitesse de 300 000 km par seconde. Et Maxwell est au courant à cette époque-là, il y a eu des premières mesures de la vitesse de la lumière qui donnent à peu près ce chiffre, donc il pense qu'il n'y a pas une coïncidence, et donc il conclut que la lumière est une onde électromagnétique. D'accord. Donc on est en 1870, et je dirais que le débat sur la nature de la lumière n'existe plus, en fait. On est sur une description purement ondulatoire de la lumière. On a acquis un savoir à la fin du 19e immense, que ce soit en optique, mais en thermodynamique aussi, avec les premières machines à vapeur. On a des équations qui permettent de synthétiser les connaissances sur l'électricité et le magnétisme, et ça conduit un grand nombre de chercheurs à penser que finalement la physique c'est un peu terminé. Et de penser que finalement la physique est établie dans ses grands principes, et que finalement la recherche maintenant va consister essentiellement à mesurer des quantités fondamentales de façon de plus en plus précise. Et notamment, il y a quelque chose une phrase qui est connue de Lord Kelvin en 1900, qui dit que la physique est un grand ciel bleu, en gros, pour le caricaturer un peu, juste avec deux nuages noirs. Alors, quels sont ces deux nuages noirs? Le premier, il a trait à une expérience qu'on appelle l'expérience de Michelson et Morley, où ces deux physiciens cherchaient à mettre en évidence des variations de la vitesse de la lumière suivant dans quelle direction on la mesurait. Le but était de mettre en évidence l'existence d'un éther, donc un milieu dans lequel l'espace était baigné. Et cette expérience était négative, et en fait, pour le comprendre, il faut introduire la relativité restreinte. Donc ça, c'est le premier nuage, il va conduire à la relativité restreinte. Le deuxième nuage, il est lié à des problèmes d'équipartition de l'énergie en thermodynamique, et qui sont aussi, eux, liés à la problématique du rayonnement du corps noir. Et ça va signer un peu le retour des particules. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est le corps noir? Le corps noir, c'est on prend un corps, un four, en gros, on chauffe, et puis on fait un petit trou dans le four, et on regarde le spectre d'émission de la lumière. En gros, à quelle longueur d'onde est émise la lumière du four. Et à cette époque-là, en 1900, on a un gros problème. Vous voyez, ça, c'est les courbes du rayonnement du corps noir. On n'a aucune théorie classique qui permet d'expliquer l'ensemble de la courbe. On sait expliquer la partie à haute longueur d'onde, on sait expliquer la partie à basse longueur d'onde, mais on est incapable de prédire ce qui se passe entre les deux. Alors, ça peut sembler anecdotique,
Si ce n'est que c'est à ce moment-là que Max Planck, qui travaille sur le corps noir depuis un certain nombre d'années, pour expliquer ces spectres, fait une contribution révolutionnaire. À ce moment-là, il décide, de façon un peu, mathématique en tout cas, il introduit la quantification des échanges d'énergie. Il introduit dans son modèle que les échanges d'énergie entre les parois et le rayonnement électrique et électromagnétique ne se fait que par des unités d'un nombre entier de quanta. C'est la première trace en fait, de l'introduction d'une quantification en physique. Quantification voulant dire que les échanges d'énergie se font par une quantité donnée d'énergie. Il n'y a pas de continuité. Donc ça, c'est l'acte de naissance de la physique quantique, mais à nouveau, quand Max Planck l'utilise plus comme un artifice mathématique, comme quelque chose de vraiment fondamentalement intrinsèque à la physique, dans laquelle on introduirait une quantification soit de la matière, soit du rayonnement. Alors le saut, il va être fait quelques années plus tard, et à nouveau pour expliquer une expérience, l'effet photoélectrique, pour lesquels les résultats ne peuvent absolument pas être expliqués par une théorie classique. Alors l'effet photoélectrique, c'est l'expérience la plus simple qui soit. On prend une photocathode ici, on envoie de la lumière dessus, et on mesure le courant qui est donc les électrons arrachés à la photocathode. Et il y a un élément que les gens n'arrivent pas à expliquer, c'est qu'il y a un seuil ici sur la longueur d'onde de la lumière. C'est-à-dire qu'il faut qu'en gros, la longueur d'onde la fréquence soit suffisamment grande pour parvenir à extraire des électrons. Et c'est pour expliquer l'effet photoélectrique que Einstein, dans un de ses 3 articles fameux de 1905, va plus loin que Planck, et il écrit que la lumière est constituée de quanta, donc des grains, des particules élémentaires d'énergie ici, h nu, où h c'est la constante de Planck, et nu c'est la fréquence de la lumière. Et en fait, pour expliquer l'effet photoélectrique, on va considérer que dès que nu ici dépasse une certaine valeur, il peut arracher des électrons. Mais tant qu'on est en dessous de la valeur de cette valeur nu 0, on ne peut pas arracher des électrons. Donc à cette époque-là, il appelle ces particules des Lichtquanten, qui vont être baptisées photons quasiment 20 ans plus tard. Alors je vais insister sur le fait qu'en fait, Einstein a eu le prix Nobel pour ça, pas du tout pour la relativité restreinte, c'est pour l'explication de l'effet photoélectrique et donc l'introduction des quantas de lumière qu'il a eu le prix Nobel. Mais en tout cas en 1905, ça n'a vraiment pas été bien accepté. La théorie ondulatoire était tellement forte que c'était presque une hérésie de pouvoir de nouveau réouvrir le débat en disant non, finalement c'est une particule. Et ça, évidemment, Einstein en a conscience. Et j'ai marqué ici un autre nom, la Millikan. Alors Millikan, justement, ça a été un fervent opposant de cette théorie-là. Et il a passé 15 ans de sa vie à tester les prédictions d'Einstein. Donc cette expérience de l'effet photoélectrique, il l'a fait et refait, avec des précisions de plus en plus meilleures, pour finalement arriver à la conclusion qu'effectivement, Einstein a raison et il va avoir le prix Nobel pour ça. Voilà. Donc, on retombe sur, de nouveau, les particules sont de retour. Et Einstein voit le problème conceptuel qu'il y a ici. Et il cherche à réconcilier le modèle de la particule et le modèle ondulatoire. Alors pour faire ça, il va faire ce qui est, je crois, le grand saut intellectuel, en tout cas pour cette thématique-là, c'est d'introduire la dualité onde-particule. C'est-à-dire de dire que finalement la lumière, ça n'a pas de sens de dire que c'est une onde ou une particule, c'est les deux. Même si c'est des objets classiques, contradictoires d'une certaine manière. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est lors d'une conférence à Salzbourg où il fait, comme il fait souvent, en fait, des analyses de thermodynamique. Là, c'est à nouveau le corps noir qui est utilisé. On regarde comment le rayon du corps noir, quelle est la quantité de mouvement que le rayonnement du corps noir transfère à une plaque par pression de radiation. Peu importe. Il arrive à une formule, peu importe aussi la formule. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a 2 termes ici. Il y a 2 termes. Le premier terme ici, vous voyez qu'il y a h nu, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le quanta, c'est l'énergie d'un photon. Rho, c'est une densité de mode ici. Ça, aujourd'hui, ça on voit que ça allie avec le nombre de photons. Donc c'est une propriété de la particule. Aujourd'hui, en physique moderne, on appelle ça le bruit de photons. C'est les fluctuations d'intensité liées au nombre de photons dans la source de lumière. Et puis, il y a un deuxième terme qui s'ajoute, qui était connu à l'époque. Celui-là, c'est un terme d'origine purement ondulatoire, dont l'origine est dans l'interférence d'ondes multiples avec des phases aléatoires. En langage moderne, ça s'appelle du speckle. Donc finalement, dans cette formule très simple, et c'est ce que dit Einstein dans son article, il dit finalement, on a de manière simultanée un comportement de type corpuscule et un comportement de type ondulatoire. Et il conclut son article en disant, donc du coup, il va falloir qu'on établisse une théorie dans laquelle on soit bien obligé de dire que c'est l'un et l'autre simultanément, et surtout
qu'il ne s'agit pas du tout de mettre toutes les théories ondulatoires de Fresnel à la poubelle, qu'elles sont toujours valables, mais qu'il faut rajouter un ingrédient en physique quantique. Bon, alors cette dualité onde-particule, elle est souvent attribuée à De Broglie, parce que 15 ans plus tard, il va généraliser ce concept de dualité à tous les objets quantiques, en fait. Donc, pour la lumière, en fait, le débat, c'était de se dire, maintenant, c'est bien établi que c'est une onde, et c'était difficile de pouvoir considérer que c'était une particule. Pour les atomes, les ions, les électrons, c'est l'inverse. Le caractère indivisible d'un atome ne fait pas tellement de débat. Par contre, qu'il puisse se comporter comme une onde, c'est beaucoup plus difficile à entendre. Pourtant, je vous montrerai après, des expériences l'ont démontré depuis, sans aucune ambiguïté. Donc c'est ça, la dualité onde-particule. Maintenant, la question qu'on va essayer de se poser, c'est comment on peut faire pour se représenter, disons avec des images classiques, la dualité onde-particule. Et pour ça, on va revenir à une expérience que j'ai déjà mentionnée, qui est l'expérience des trous de Young, ou des fentes de Young, pour essayer de se donner un petit peu une intuition sur qu'est-ce qu'on doit observer. Alors, il va y avoir deux parties. La première partie de l'expérience des trous de Young, on va prendre notre source ici, on va faire une expérience de pensée, on va considérer que cette source, elle émet des particules une par une. J'ai le droit de le faire, j'ai le droit de considérer qu'elle émet les particules une par une. Et puis dans une première expérience, je vais mettre deux détecteurs ici, D1 et D2, placés juste derrière chacun des deux trous. D'accord ? Et ces détecteurs, ils vont me permettre de mesurer une probabilité de détection sur le détecteur D1, P1, une probabilité P2 de détection sur le détecteur D2, mais également, je vais mesurer quelque chose d'autre, je vais mesurer ce qu'on appelle une probabilité de détection en coïncidence, PC, qui correspond au cas où les deux détecteurs détectent quelque chose simultanément. D'accord ? Alors maintenant, imaginons que j'ai une particule qui est émise par ma source. A priori, qu'est-ce que vous pensez de la probabilité de coïncidence? Comment elle doit être? On peut vous lancer. Hein. Donc j'ai une particule, qu'est-ce qu'elle doit... Est-ce qu'elle peut vraiment être détectée à cet endroit et à cet endroit à la fois? Non. Donc la probabilité de coïncidence doit être 0, si j'ai vraiment des particules. Parce que la particule, objet indivisible, elle choisit de passer par un trou ou par l'autre, mais jamais par les deux à la fois. Le résultat, c'est que la probabilité de coïncidence doit être nulle. Et donc l'image classique, celle que je viens de dire, une particule est un objet indivisible. Il doit choisir par quel trou il passe, ne pas se couper en deux. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appellerait un comportement corpusculaire. Maintenant, on peut essayer de trouver un critère qui nous permette expérimentalement, parce qu'on a une expérience de pensée, expérimentalement, de mettre en évidence ce comportement corpusculaire. Alors comment on s'y prend? Je vous ai dit, la particule indivisible, probabilité de coïncidence nulle. L'onde, a priori, elle se divise si on considère une onde, elle va se diviser pour moitié sur chacun des deux trous, donc on va avoir des détections en coïncidence sur les deux détecteurs, PC différent de 0. D'accord ? Alors maintenant, on va faire quelque chose de très simple, on va prendre un modèle, on peut introduire la quantification, si on veut, dans les détecteurs, en tout cas, on prend une onde classique. L'onde électromagnétique est classique. En regardant qu'est-ce que ça donne, et là, c'est bon, il y a la petite équation de l'exposé, donc la probabilité de coïncidence, c'est la moyenne du produit entre la puissance lumineuse suivant un trou fois celle suivant l'autre trou. C'est la moyenne de I1 fois I2. D'accord ? Bon. La probabilité de détection simple P1, c'est juste la moyenne de I1, et P2, c'est la moyenne de I2. Et alors après, il y a quelque chose de très simple en mathématiques, ça s'appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui nous dit que de façon automatique, la moyenne de I1, I2 est toujours supérieure ou égale à la moyenne de I1 fois la moyenne de I2. D'accord ? Donc on se retrouve avec ça de façon très simple. Et maintenant qu'on a ça, on peut avoir notre critère expérimental qui va être de définir ce paramètre de corrélation, alpha, qui est juste la probabilité de coïncidence divisée par le produit des probabilités de détection simple, PC sur P1, P2. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? Considérons l'optique classique, qu'on a une onde. Dans ce cas-là, alpha est supérieur ou égal à 1. C'est ce que je viens de montrer juste avant, PC supérieur à P1, P2. Donc en optique classique, alpha est toujours supérieur ou égal à 1, et la limite classique, alpha égale 1, elle est obtenue avec un laser. On ne peut pas faire mieux. D'accord ? Donc ça veut dire essentiellement qu'en optique classique, on ne peut pas mettre en évidence un comportement corpusculaire. Maintenant, en optique quantique, qu'est-ce qui se passe? Dès que j'ai alpha inférieur à 1, ça veut dire que j'ai violé en gros les lois de la physique classique, donc je suis obligé d'introduire la quantification. Donc si j'ai une source pour laquelle je mesure ce paramètre alpha inférieur à 1, alors je suis sûr que je ne peux plus utiliser une vision classique ou ondulatoire pour la lumière. Et le cas extrême, si on a une source de photons uniques, c'est-à-dire vraiment des photons qui arrivent un par un, alors comme on l'a dit tout à l'heure, la probabilité de coïncidence est nulle, et donc le paramètre alpha doit aussi être nul.
ça va être la signature d'un comportement corpusculaire. Bon, on a fait cette première expérience. Maintenant, on va faire la deuxième expérience des trous de Young. On va prendre une source de photons unique, hein, tant qu'à faire, donc alpha égale 0. Et maintenant, on va faire une expérience différente. On va maintenant mettre un seul détecteur qu'on va balayer suivant cette direction ici. Et la prédiction de cette expérience, c'est qu'on voit un phénomène d'interférence quand on se promène, exactement comme ce que je vous ai montré des expériences de Young, hein, où on voit une alternance de franges brillantes, sombres, etc. Alors pour comprendre cette expérience, qui semble un peu bizarre, disons, on est maintenant obligé de considérer que chaque particule est décrite par une onde, et cette onde se sépare par moitié suivant les deux trous de l'interféromètre, le trou 1 et le trou 2, pour se recombiner ensuite au niveau du détecteur. Donc finalement, je vous ai donné juste deux expériences pour lesquelles, qu'est-ce qu'on a changé finalement? On a juste changé l'appareil de mesure. On y reviendra juste après. On a juste changé l'appareil de mesure, et suivant l'appareil de mesure, on met en évidence un comportement de type particule, ou bien un comportement de type ondulatoire. Alors on va essayer de voir des réalisations expérimentales de ces expériences de pensée. Et pour ça, il faut que je vous introduise brièvement comment on fait pour faire une source de photons unique. Comment on fait pour, dans un laboratoire, avoir une source qui produise des photons un par un, les uns derrière les autres. Alors l'idée, en fait, est assez simple, et elle revient à ce que je disais au début sur la deuxième révolution quantique. Elle consiste simplement à isoler un émetteur individuel, c'est-à-dire un seul atome. Imaginons qu'on est capable de faire ça. Sous mon microscope, je suis capable de collecter la lumière d'un seul atome. On est en physique quantique, les niveaux d'énergie de cet atome sont quantifiés, on a un niveau fondamental, et puis à une énergie supérieure, un niveau excité, F et E. Maintenant, disons qu'expérimentalement, je suis capable de porter mon atome dans l'état excité. Il est dans l'état excité, maintenant, lui, il a envie de relaxer vers un niveau fondamental, et ça, il peut le faire, il le fait, et par conservation de l'énergie, il va émettre un seul photon. Il ne peut pas en émettre deux. Il ne peut pas se désexciter deux fois. Il pourra en émettre un deuxième si on le reporte dans l'état excité. D'accord ? Donc du moment qu'on isole l'émission d'un atome individuel, a priori, on a une source de photons unique. Alors la première source de photons unique, historiquement, elle a été réalisée par Alain Aspect et Philippe Grangier en 1986. Vous voyez, ça c'est une photo de leur dispositif expérimental. Bon, c'est peu de dire que c'est une expérience compliquée. Il y a des gros lasers. Voilà, donc ça, on est en 1986. Et dans cette expérience, c'est un petit peu plus subtil que ce que je viens de vous montrer, c'est qu'on va faire une isolation temporelle en fait, de l'émission d'un atome. De façon schématique, c'est un atome de calcium qui est excité. Donc il y a ces gros lasers ici qui permettent d'exciter l'atome de calcium du niveau fondamental ici vers le niveau excité. Et après, la particularité du calcium, c'est de relaxer avec ce qu'on appelle une cascade radiative. Donc en deux étapes. Pendant la première étape, le calcium va émettre un photon ici, une fréquence nu1 qui est dans le vert. C'est pour ça que vous voyez ici, il y a un tube qui est peint en vert parce qu'il passait par là, le photon vert dans cette expérience. Donc il émet un photon vert, et puis après il vient dans un état ici dit métastable, dans lequel il va rester 5 nanosecondes, donc 5 milliardièmes de seconde, avant d'émettre un deuxième photon à une autre longueur d'onde. Donc l'idée de cette expérience ici, c'est de dire maintenant, dès que je détecte un photon vert, je suis sûr que 5 nanosecondes après, je vais avoir un photon rose qui est émis. Et comme ça, on peut isoler de manière temporelle l'émission photon par photon. Bon, évidemment, c'est plus facile à se représenter si on fait maintenant une isolation spatiale plutôt que temporelle. Donc là, c'est plus simple. J'ai un microscope, un seul atome qui est excité sous mon objectif de microscope, et puis pour lequel on récolte la lumière. Et là, c'est assez simple. On va venir exciter notre émetteur unique avec des impulsions laser. D'accord ? Et à chaque impulsion laser, on produit un seul photon. C'est une source de photons unique, où les photons sont émis un par un, avec une horloge en fait, qui est donnée par le laser d'excitation ici. Donc sur chaque top d'horloge, on appuie sur un bouton, top d'horloge, il y a un photon qui est émis. D'accord ? Alors bien sûr, toute la question au niveau expérimental, c'est de trouver l'émetteur unique qui va bien. Les premières démonstrations de détection d'émetteurs uniques comme ça, c'est les années 2000 environ, hein, donc il a fallu du temps quand même. Aujourd'hui, il y a un grand nombre d'émetteurs qu'on sait isoler à l'échelle individuelle. Je vous ai déjà montré les atomes et les ions. Les molécules de colorants, ce que vous avez dans vos yaourts, là, qui donnent de la couleur au yaourt, si on le dilue suffisamment, on peut isoler ces molécules de colorants une par une, c'est ce que vous voyez ici. Et puis, il y a un autre système sur lequel moi je travaille pour d'autres applications, qui sont des imperfections dans du diamant. Donc,
des impuretés dans le diamant qui émettent de la lumière et qu'on peut isoler une par une. C'est ce que vous voyez ici. Ici, c'est un réseau d'impuretés dans le diamant. Et chaque point ici émet des photons uniques. D'accord. Donc voilà. Donc, maintenant, on va considérer qu'on a une source comme ça. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des expériences d'interférence avec une source de lumière à un photon. Alors, je rappelle juste, on a deux expériences qu'on veut faire. Le premier, elles sondent, disons, un comportement corpusculaire. On va mettre deux détecteurs ici derrière chacun des deux bras de l'interféromètre et mesurer ce paramètre alpha. Quand alpha tombe en dessous de 1, idéalement à 0, alors on est sûr qu'on a une source de photons unique et on est sûr donc que la particule a choisi un chemin, un trou ou l'autre, mais ce n'est pas séparé en deux. Et dans la deuxième expérience, on change un peu le dispositif de détection, on garde la même source, on va balayer ici notre détecteur pour essayer d'observer une figure d'interférence et donc de mettre en évidence que chaque particule se comporte comme une onde, en gros. Alors à nouveau, la première démonstration expérimentale, c'est les mêmes, hein, Alain Aspect, Philippe Grangier, en 1986, avec la source que je vous ai montrée juste avant. Et moi, je vais vous montrer une réalisation un peu plus moderne. Donc on n'a pas utilisé des fentes du Young, on a utilisé ce qu'on appelle un biprisme de Fresnel. Donc on a notre émetteur unique, là, qui est excité avec des impulsions laser, et donc qui produit des photons uniques, et sont envoyés dans un biprisme de Fresnel. Donc vous voyez, c'est cette chose-là, ici. Et ce biprisme, il va séparer le faisceau en deux, faire les courbés, excusez-moi, j'ai un petit manque de vocabulaire, hein. Et dans la zone, loin de la zone de recouvrement entre les deux faisceaux, ici, on va positionner deux détecteurs. Donc on est très loin de la zone de recouvrement, donc en gros ce détecteur ici, il est associé à cette partie de l'interféromètre, et le détecteur 2, il est associé à la partie haute de l'interféromètre. Donc chaque détecteur est associé à un bras de l'interféromètre. Et on peut faire notre expérience du paramètre alpha. Alors c'est pas spectaculaire, je vous l'affiche juste là, mais alpha vaut 0,1 dans cette expérience. Donc là, on est sûr, avec cette expérience, que notre source de lumière émet des particules une par une, des photons, et que ce photon a choisi de passer soit par ce chemin, soit par l'autre, mais jamais par les deux à la fois. Alors maintenant, on fait la deuxième expérience. On met une caméra ici, dans la zone de recouvrement des faisceaux. Et voilà ce qu'on voit. Donc là, on enregistre en temps réel l'impact des photons sur la caméra, et on attend pour voir qu'est-ce qui se passe. On commence à voir que dans certaines zones, il n'y a pas de photons qui arrivent, et il y a des zones dans lesquelles il y a une accumulation de photons. On est en train de visualiser la construction d'une frange d'interférence, photon par photon. Alors c'est un petit peu étonnant, parce que dans l'expérience juste avant, je vous ai dit, en fait, pour comprendre alpha égale 0,1, je suis obligé, avec mon image classique, on va dire héritée du sens commun, je suis obligé de considérer que c'est un objet indivisible, donc il a choisi un bras de l'interféromètre ou l'autre. Il ne s'est pas partagé en deux. Et maintenant, dans cette expérience que je vous montre, en fait, je suis obligé de considérer qu'il s'est partagé en deux. Bon, voilà. C'est un peu l'essence de la dualité onde-particule. Alors, pour un peu essayer de contourner les difficultés, on va dire, soulevées par la dualité onde-particule, il y a eu un grand débat au début du XXe siècle, notamment avec Niels Bohr, qui va introduire le principe de complémentarité. Alors, qui dit ceci, entre autres, on ne peut attribuer ni au phénomène ni aux moyens d'observation une réalité physique indépendante dans le sens classique. Ça veut dire que ce qu'il sous-entend là, c'est que ça n'a aucun sens d'essayer de donner une réalité physique classique à un objet quantique tant qu'on n'a pas défini l'appareil de mesure. C'est-à-dire que l'objet quantique d'étude et l'appareil de mesure doivent être considérés comme une même entité. Il va même plus loin, c'est que l'appareil de mesure modifie ce qu'on est en train d'observer. Et finalement, dans les expériences que je viens de vous montrer, la complémentarité, elle se situe entre une information dite sur le chemin suivi. Quand j'ai fait cette expérience, je suis capable de dire si le photon est passé par ce bras de l'interféromètre ou par l'autre. Ça, c'est une propriété de la particule. D'accord ? Mais c'est parce que j'ai choisi de faire cette expérience que je mets en évidence le comportement de la particule. Dans la deuxième expérience, j'ai mis une caméra qui est dans la zone de recouvrement des faisceaux. J'ai vu une interférence. Et maintenant, j'ai accès à cette information sur l'onde en mesurant le contraste des interférences. Ce que dit le principe de complémentarité, c'est que c'est impossible d'avoir les deux informations simultanément. Il y a une limite pour l'expérimentateur sur l'information qu'il peut retirer du système. Et en fait, on le comprend assez facilement là. En fait, je ne peux pas faire les deux expériences à la fois. Je choisis d'en faire une ou l'autre. D'accord ? Et la lumière, donc, suivant l'expérience que je choisis, semble se comporter soit comme une particule, soit comme une onde. Alors maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si on décidait de l'instrument de mesure après que le photon soit passé dans l'interféromètre ?
C'est-à-dire qu'on le laisse rentrer dans l'interféromètre, il choisit soit de se séparer en deux, soit d'aller à droite ou à gauche, et une fois qu'il a fait ce choix, nous, on décide qu'est-ce qu'on va mesurer. Alors ça, c'est ce qu'on va discuter maintenant. C'est une expérience qui est appelée l'expérience à choix retardé de John Wheeler. Alors juste pour la petite histoire, John Wheeler a séjourné à Cargèse en 1969, c'est lui, là, ici, qui est là, à une époque où peut-être on était un peu moins dans le confort. Donc je crois que je viens d'apprendre que donc, la villa n'était pas encore construite, donc ça c'était le cabanon des gens qui participaient, et donc les cours étaient faits sur la plage ici avec un petit tableau noir et moins de participants. Donc qu'est-ce qu'il propose, John Wheeler? Il propose de faire un interféromètre un peu comme je vous ai montré juste avant, ça s'appelle un interféromètre de Mach-Zehnder, ça. Donc on a notre photon unique qui arrive dans l'interféromètre, ici il choisit un chemin ou l'autre, il se sépare en deux. Et puis ici, on a deux possibilités à cet endroit-là. Deux choix. Le premier choix, c'est de ne pas recombiner mon interféromètre. Donc je ne fais rien. Et dans ce cas-là, vous voyez que le détecteur ici, D1, il est associé au chemin 1, alors que le détecteur D2 est associé au chemin 2. Je vais mesurer l'information sur le chemin suivi. Je vais mesurer que le photon est passé soit par le chemin 1, soit par le chemin 2. Puis j'ai un autre choix, qui est maintenant de refermer l'interféromètre, de recombiner les deux faisceaux, en mettant une deuxième lame 50-50 qui recombine les faisceaux de l'interféromètre. Et dans ce cas-là, a priori, je dois avoir une figure d'interférence qui est une signature que mon état de lumière, il a pris les deux chemins de l'interféromètre simultanément. Alors ce que propose John Wheeler, c'est d'attendre que le photon soit rentré dans l'interféromètre, qu'il soit à peu près au milieu, pour décider de quelle mesure on va lui appliquer. Donc c'est ce qu'il dit dans ce livre. Donc comme de cette façon, on décide si le photon a voyagé par un chemin ou par les deux, alors qu'il a déjà fait son trajet. Alors, historiquement, cette expérience, elle a été proposée en fait pour contrer une interprétation alternative du principe de complémentarité. Il y a eu beaucoup d'interprétations alternatives, et une d'entre elles a été de considérer que finalement, le photon, disons-le différemment, la théorie quantique est incomplète, il y a des variables cachées, et le photon a accès à une information sur l'appareil de mesure. L'état de lumière a accès à une information sur l'appareil de mesure. Et donc, en fonction de cette information, il va adapter son comportement en tant qu'onde ou particule. Ça semble un petit peu bizarroïde, mais c'est des choses qui étaient discutées, qui ont été discutées aussi au niveau de l'intrication et d'autres problématiques de la physique quantique. Donc en faisant ça, si maintenant on s'arrange pour que le photon il soit au milieu de l'interféromètre et qu'il n'y ait aucun moyen d'avoir de l'information sur l'appareil de mesure, on peut au moins déjà contrer cette interprétation de la dualité ou de la complémentarité en physique quantique. Donc en deux mots, on va voir la réalisation expérimentale de cette expérience. Donc c'est l'interféromètre, comme je viens de vous montrer. Donc on sépare d'abord notre impulsion à un photon, ici, suivant deux chemins. Et puis ici, la lame de recombinaison, elle est un peu complexe ici. Mais ce qui est important, c'est que c'est un interféromètre en polarisation et que la recombinaison va se faire par l'intermédiaire d'un modulateur ici, électro-optique, et qu'on va pouvoir commander par une tension. Donc là, je vous demande de me faire confiance. Quand on n'applique pas de tension, l'interféromètre est ouvert. Donc chaque détecteur est associé à un chemin de l'interféromètre, on mesure l'information sur le chemin suivi. Quand j'applique une tension, appelons-la U0, alors j'introduis ma lame de recombinaison. L'interféromètre est fermé et on mesure les deux chemins. Donc ça, la clé, c'est d'avoir cet interféromètre qu'on peut commander électriquement entre une configuration ouverte ou fermée. Alors après, pour être vraiment dans les conditions de l'expérience où on devient vraiment paranoïaque et on essaie vraiment de faire en sorte que le photon n'ait pas d'information, on va faire un peu plus. On va utiliser une horloge ici pour faire le choix ici de manière complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'on a un tirage aléatoire d'un nombre, d'un bit, 0 ou 1, et suivant le choix 0 ou 1, on applique la tension ou pas. Et puis on va faire encore un peu plus. Pour s'assurer que le photon ne peut pas avoir d'information, ou en tout cas qu'il peut l'avoir uniquement quand il est dans l'interféromètre, on va être obligé de construire un interféromètre un petit peu long ici pour avoir le temps de faire nos opérations. La lumière voyage vite. Donc là, l'interféromètre fait 50 mètres. Ça correspond environ à 150 nanosecondes de propagation dans l'interféromètre. Et c'est le temps qu'on va avoir pour faire nos opérations sur la fermeture de l'interféromètre. Juste pour ceux peut-être qui ont l'habitude de ce genre d'expérience, on dit qu'on a mis en œuvre une expérience dans laquelle on a un intervalle de genre espace entre le choix ici de la configuration de l'interféromètre et l'entrée du photon. Genre espace, ça veut dire qu'il n'est pas possible que le photon puisse avoir de l'information, parce que l'information ne peut pas se propager plus vite que la vitesse de la lumière.
Donc en mettant en place un intervalle de genre-espace, on s'assure que le photon, en tout cas si on croit à la relativité, que le photon ne peut pas avoir accès à une information. Hein, c'est les mêmes outils qui sont utilisés pour vérifier la notion d'intrication aussi dans les expériences de physique quantique. Donc voilà, donc voyons les résultats. Est-ce qu'il y a une modification des propriétés de dualité entre particules ou pas? Donc on fait notre tirage aléatoire, et quand le nombre 1 est tiré, qu'on trie après les résultats, quand 1 est tiré, on voit une jolie frange d'interférence ici, qui est donc la signature que on va considérer que le photon s'est séparé pour moitié sur la lampe d'entrée et s'est comporté comme une onde. Et si par contre on ne referme pas l'interféromètre, quand le tirage aléatoire conduit au nombre 0, la figure d'interférence disparaît complètement. Donc, quelle conclusion on peut avoir? Pour moi, la dualité entre particules, c'est une des propriétés les plus étonnantes de la physique quantique. Et il y a vraiment quelque chose qu'elle nous force à faire, c'est de renoncer absolument à utiliser des images classiques pour expliquer les phénomènes quantiques. Il faut arriver à oublier un peu les images héritées du sens commun. Il faut accepter qu'en physique quantique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de parler du nombre d'une particule. Ce sont les deux simultanément, et il est nécessaire de considérer l'objet quantique et le système de mesure comme une même entité. D'accord. Alors la dernière chose ici, peut-être je suis moins complètement en accord avec ça, parce que ça porte à des choses un peu extrêmes. En tout cas, c'est vrai que ces expériences montrent qu'on ne peut pas attribuer une réalité physique à ces objets-là. Réalité physique au sens classique. Et ça, c'est le principe de complémentarité. À nouveau, il faut avoir un instrument de mesure qui va nous donner une certaine information d'une certaine particularité de l'objet qu'on est en train d'étudier. Alors, on a parlé de la lumière, mais je vous ai dit au début aussi, quand De Broglie a étendu les concepts de dualité à tous les objets quantiques, ça marche aussi pour les électrons, les atomes. Alors les électrons, ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça ne choquera personne si je disais c'est un objet indivisible, il va à droite, à gauche. Par contre, que ce soit aussi une onde, c'est un peu plus étonnant. Et vous voyez, c'est la même expérience que celle que je vous ai montrée pour les photons. C'est pareil, mais on voit que si on accumule suffisamment longtemps, c'est un faisceau d'électrons qui passe par deux trous de Young, mais on voit des interférences. De la même manière, ça a été fait avec des atomes en 1991, c'est pareil, vous voyez, les deux trous de Young toujours. Puis les détecteurs d'atomes, c'est un peu plus compliqué, mais on sait faire, et vous voyez à nouveau des franges d'interférence qui montrent que de la matière plus de la matière conduit à de l'absence de matière. Donc maintenant, ça c'est un phénomène extrêmement bien établi. Donc voilà, je suis au bout de cette présentation. Je voudrais juste vous donner quelques conseils de lecture, si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Il y a un site de vulgarisation scientifique qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle toutetquantique.fr, où il est question de toutes ces questions-là, la dualité, intrication, plein d'autres choses. Et puis, moi, j'aime beaucoup cet ouvrage ici, Le Quantique des quantiques. Vous voyez, le sous-titre, c'est « Le monde existe-t-il ?» Donc, il discute beaucoup, en fait, de la conception de la réalité en physique quantique. Très intéressant. Alain Aspect sur les révolutions quantiques. Et puis, ce livre-là, qui est en fait une traduction des articles d'Einstein commentés, et qui en fait montre à quel point en fait, ces articles d'Einstein étaient très simples. En 1905, c'est absolument pas compliqué, et on peut même les donner aux étudiants en master. Ça n'a pas pris une ride, quoi. Voilà, donc avec ça, je vais juste remercier les gens avec qui j'ai fait ce travail. J'étais plus jeune, c'est moi là. C'était en 2005-2007, et c'était donc à l'École normale supérieure de Cachan. Sous la direction de Jean-François Roch. Et là, c'est Ewu, c'était mon binôme. En fait, on était tous les deux à faire ces expériences-là, cet interféromètre de 50 mètres, et on était encadrés aussi par Alain Aspect et Philippe Grangier. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention, et je serai ravi de répondre à vos questions.